Bonjour et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, fondatrice de l'hypnose sagesse. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Nous sommes un tout, et les croyances ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Nous questionnons également les croyances externes, soit les perceptions que nous avons du monde et des choses. C'est en ce sens que le podcast s'appelle « Destin flottant », puisque notre destin flotte, changeant en permanence en fonction de nos perceptions. Je suis Anaïs et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Je travaille aujourd'hui pour des projets humanitaires et environnementaux à l'étranger, ce qui ne cesse de bousculer mes propres croyances héritées de mon éducation occidentale. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invitée aujourd'hui est journaliste et co-auteure de Théma et collaboratrice de l'émission Métropolis pour la chaîne Arte. Elle interviewe Mudvuru, si je prononce bien, un écrivain arborigène qui est chaman. Le soir même, en contactant ses ancêtres, il provoque chez elle une expérience qui va bouleverser sa vie. Elle découvre qu'il existe un autre niveau de réalité, une conscience au-delà de notre conscience habituelle. Laurence décide alors de rencontrer les plus grands spécialistes de la conscience qui lui confirmeront que nous sommes dotés de capacités extrasensorielles qui nous relient à l'univers. Plus récemment, c'est sur le cœur qu'elle s'est focalisée afin de montrer qu'il est l'organe phare de cette reliance à l'univers, notamment à travers son livre La contagion du cœur aux éditions Massot. Bonjour Laurence Delabaume. Bonjour Anaïs. Alors aujourd'hui, donc on va principalement parler de votre histoire au début et de vos recherches sur le cœur. Donc déjà, qui était Laurence Delabaume avant cette expérience avec le chaman Mudvuru ? Oh, alors d'abord tout ça remonte il y a très longtemps, puisque c'était en 96, vous voyez. Donc ça ne date pas d'hier. Et mon expérience d'ailleurs avec Arte s'est arrêtée en 2006. L'émission, tout ça s'est arrêté, en tout cas pour ce qui était de ma collaboration avec Pierre-André Boutan. Malheureusement, cette collaboration s'est arrêtée en 2006. Voilà, donc il y a beaucoup de temps, comme vous voyez. Alors, ce que j'étais avant 1996, j'étais et je suis indéfiniment comme tout le monde. Je veux dire, je suis pas du tout une personne particulièrement, j'ai rien de particulièrement original ni rien du tout. J'étais simplement, voilà, je pense comme beaucoup de monde intéressé par des questions quand même relativement métaphysiques, parce que j'avais fait de la philo, pas mal. Les langues et la philo, c'était mes bases. Les langues étrangères, parce que c'était une manière, une porte pour entrer en communication avec les autres. Donc j'ai vraiment essayé de parler beaucoup de langues pour pouvoir communiquer au maximum. Et chaque fois que vous changez de langue, en fait, vous changez de structure de cerveau aussi. Vous apercevez que vous êtes différent dans différentes langues. Donc ça, c'est assez intéressant. J'avais ce genre de curiosité profonde pour les autres, quoi. Et j'ai eu cette chance fantastique de vivre 16 ans à l'étranger en tous les 3 ans, en changeant de pays tous les 3 ans. Donc voilà, de la Pologne pendant les années les plus importantes de son histoire, c'est-à-dire en fait, je parle des années 80. Ensuite aux États-Unis où j'ai vécu donc 4 ans en Pologne où j'ai appris le polonais notamment. Où le pape est arrivé, où il y a eu Solidarność, etc. Je vous la fais courte. Les États-Unis, New York 3 ans. Ensuite, je suis allée 3 ans à Genève. Et ensuite, j'ai été également 3 ans en Italie. Donc, outre le fait de parler ces langues, d'aimer les étrangers, d'aimer ce qui nous ressemblait
sans nous ressembler, ce qui résonnait avec nous. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'humain depuis toujours, quoi. Voilà, tout ce qui est humain, tout ce qui est au cœur de chacun de nous. Donc c'était ça, sur ce plan-là, ça faisait partie de ma nature, quoi. Donc en 1996, lors d'une émission pour Métropolis, j'ai rencontré à ce moment-là ce qui était pour moi un auteur aborigène qui s'appelait Modrourou, qui venait de publier son livre en français, et je ne me suis pas rendu compte évidemment qu'il s'agissait d'un chaman pendant l'interview, sauf à un moment où je lui ai demandé de parler de ses ancêtres, je lui ai demandé pourquoi il écrivait, et il m'a répondu: je n'écris pas, je suis écrit. Ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi. Et là, évidemment, ça m'a interrogée, comme tout le monde. Et il a essayé de m'expliquer. Je lui ai demandé quel était son sésame, si j'ose dire. Comment il s'y prenait pour communiquer avec ses ancêtres. Et là, il s'est mis à pousser un cri tout à fait étrange, une sorte de cri tellurique, une sorte de mélopée, plus exactement, pas un cri, mais une mélopée, quelque chose qui montait depuis la terre et qui traversait son corps et qui a eu un effet sur l'oxygène entre nous, si j'ose dire, sur l'air. Et c'était tellement bizarre, c'était tellement incroyable que je suis restée, en fait, ça m'a coupé complètement moi-même dans mes questions. Je suis restée bouche bée et il a fini par éclater de rire pour me dire « I'm just a man from Australia ». Je suis simplement un homme d'Australie. Et c'était pour vous montrer à quel point j'étais complètement statufiée par ce qui se produisait. Et à la fin, je l'ai remercié pour cette interview et il m'a dit Now we're connected with you. Maintenant, nous sommes reliés. Et j'ai pris ça pour une formule de politesse, en fait. Restons en contact. Vous savez comment on fait dans toutes ces langues. Let's be in touch, comme on dit en anglais. Bref. Et quelques heures plus tard, je me suis rendu compte que ce qu'il m'avait dit qu'il parlait à ses ancêtres 2 fois par jour. Et donc des heures plus tard, j'ai eu durant la nuit une expérience que je vais vous limiter tout de suite parce que je l'ai écrite dans le livre Va par où tu ne sais pas, qui est la première partie de cette recherche, une expérience de sortie du corps. Ça s'appelle une décorporation. Je savais pas que ça existait. Je ne savais rien de tout ça. Pour ne rien vous cacher, je suis pas du tout ni familière ni attirée par ce qui est paranormal. C'est plutôt, ça me flanquerait plutôt une certaine peur. Plutôt, vous voyez, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Bref, là, il a fallu comprendre que cette chose m'est arrivée. J'ai voulu la comprendre. Je me suis dit, si un aborigène cherche à transmettre à un auteur aborigène, cherche à transmettre à une journaliste ce type d'expérience, c'est pas pour rien. C'est pas uniquement pour moi, pour me faire plaisir. C'est pour que je transmette. Donc j'ai un devoir par rapport à ce que j'ai reçu. Et là, du coup, ça a entraîné simplement dans ma tête l'idée qu'il fallait que je comprenne et d'une manière rationnelle ce qui m'était arrivé. Donc du coup, j'ai commencé à ce moment-là une recherche. Alors d'abord qui concernait les aborigènes. Donc voilà, j'ai voulu retrouver mon aborigène. Bon, ça, c'est toute l'histoire de Va par où tu ne sais pas. Et ça m'a conduit directement à la science parce que dans un des livres que j'ai lus, j'ai vu que l'expérience que j'avais vécue était décrite avec des mots scientifiques. On parlait d'ondes électromagnétiques, on parlait de vitesse de la lumière, etc., etc. Et ça m'a branché sur la science. À ce moment-là, je n'avais pas de porte vers la science. Je ne connaissais pas de scientifique qui pouvait expliquer quoi que ce soit. Je suis allée au Collège de France rencontrer un neurobiologiste qui m'a dit « Ce que vous avez vécu correspond un peu à ce que l'on remarque quand on donne des champignons hallucinogènes à certains de nos patients pour faire des expériences. » C'était ça son explication. Or moi, j'avais pas pris de champignons hallucinogènes, autant vous dire. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Champignons ou autres plantes médicinales, oui, voilà. d'Amérique latine notamment. Oui, 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 bien sûr. Ça correspondait à ça, sauf que moi, j'avais jamais pris ça. J'ignorais même que ça existait, vous voyez. Donc c'était intéressant de voir cette
incompréhension de la science. Pour moi, ça a été déjà ça, le principal problème. Donc il a fallu attendre des années, parce que mais je ne savais pas à ce moment-là. J'ai remarqué que j'étais connectée autrement. J'ai remarqué que les choses étaient plus du tout les mêmes qu'avant. J'ai découvert que la réalité était beaucoup plus vaste que celle qu'on imagine. J'ai découvert que la mort n'était pas du tout ce qu'on croyait, que c'était un gros malentendu, que c'était en fait un autre changement de fréquence. J'ai découvert que j'étais, après cette expérience-là, déjà que nous étions tous connectés, mais connectés véritablement, c'est-à-dire dans une connexion qui fait comme si on avait une seule conscience commune ensemble. Et ça veut dire que nous n'étions séparés que par notre sentiment, que par notre mental, je dirais. Donc, du coup, ça a décuplé une empathie vis-à-vis des autres. Je veux dire, maintenant, c'est évident. J'aimais déjà beaucoup les autres parce que j'étais curieuse, mais des autres. Mais j'étais curieuse de découvrir des mondes différents. Alors que là, je savais que j'étais curieuse de découvrir des mondes qui avaient un rapport avec moi. Même si c'était des gens épouvantables, même si c'était des gens qu'on n'aime pas. Ils ont tous un rapport avec nous, quelque part. Il y a tous une partie de nous qui est en relation avec ça. Donc c'était une découverte extraordinaire pour moi. Ensuite, la découverte aussi que le temps n'a pas d'importance, que le temps n'est pas réel, le temps n'a pas... Si on peut vivre hors du temps, à condition de vivre au présent. Parce que ce présent nous permet d'être créatifs dans l'instant présent. Donc plus on est dans le présent, plus on est dans la vie créative. Vous voyez ? Donc ça, c'était aussi une grande découverte, parce qu'avant, j'étais obsédée par l'idée d'avoir le temps de faire les choses, etc. J'étais comme tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est plus que jamais obsédé par le temps, vous voyez, enfin, avec les burn-out, avec tout ce que ça crée comme problème gravissime. gravissime. On est aussi dans cette logique de toujours plus vite. Voilà. Et voilà. Il faut absolument, et ça, d'ailleurs, ça détermine souvent notre valeur en tant qu'humain. Ouais. Si on est suffisamment efficace, si on est suffisamment rapide, et ça nous crée d'ailleurs de terribles blessures, hein, parce du coup, on grandit avec l'idée qu'on n'est jamais assez. Voilà, Et exactement. Alors que le ce qui moment nous est présent demandé, n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est plutôt de ralentir, en fait. C'est de ordonner le temps autrement. Mais donc voilà, toutes ces découvertes, si vous voulez, ça a été extraordinaire, parce que du coup, c'est comme si moi, avant, je voyais les choses à partir du rez-de-chaussée, et tout à coup, je voyais les choses à partir du 8e étage depuis cette expérience-là. Donc, je me disais, mais au fond, tout ce que je croyais tellement grave, important, ça n'a pas d'importance au vu de ce qui est vraiment important, qui est toi, au sens être présent à soi-même dans le moment présent. Là, oui, parce qu'on vit comme maintenant, on parle, on crée. Vous voyez? Donc, j'ai compris ça à ce moment-là, et je me suis dit, oh là là. Et alors du coup, ça a créé évidemment des dysfonctionnements avec les autres, parce que les autres continuaient d'être dans leur schéma de pensée. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement à l'ouest. J'ai entendu ça toute ma vie. Enfin, après, une grande partie de ma vie après, j'étais toujours à l'ouest. On me disait, elle est à l'ouest, et en plus, elle aime tout le monde. Donc déjà, c'était un jugement catastrophique. C'était pas ça la réalité. C'est juste que j'avais été reformatée, voilà, un peu. Reprogrammée. Voilà, reprogrammée. Donc c'est vrai que ça crée des décalages avec les autres, mais du coup qu'on compense avec le cœur. Vous allez voir pourquoi, parce que à l'époque je n'avais pas du tout écrit La Contagion du cœur, mais j'ai vu qu'en fait je vivais à partir de ce moment-là uniquement à partir de mon cœur, puisque mon cœur m'envoyait des intuitions fulgurantes. C'est-à-dire on gagne un temps considérable hein, quand on est dans le cœur, c'est-à-dire que vous rencontrez une personne, vous sentez tout de suite si elle a des vibrations qui vont s'accorder aux vôtres, si elle a quelque chose qu'elle ne dit pas, si elle est vraie, sincère, ou si elle ne l'est pas. C'est vraiment important et je ne savais pas à quel point ça allait devenir essentiel, vous voyez, parce qu'on est encore entre 96 et 2018. Il a fallu toutes ces années pour que je fasse pour faire une vraie recherche scientifique importante, pour rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est simplement par les synchronicités qui ont eu lieu. Alors la synchronicité, vous savez ce que c'est ce hasard qui n'en est pas un, enfin surtout qui a une signification pour soi personnellement.
Donc il a fallu ces synchronisations qui se sont mises tout le temps sur le chemin à partir de ce moment-là, pour me faire rencontrer notamment Erwin Laszlo, le professeur Laszlo, qui a créé notamment le club de Budapest, mais qui était un ancien du club de Rome, hein, qui était à l'origine un enfant prodige du piano et qui est devenu un scientifique, un philosophe des systèmes, un personnage tout à fait extraordinaire et incontournable quand on veut vraiment comprendre la synthèse de ce qui se produit au niveau quantique dans les différents domaines scientifiques. Et alors, comment précisément vous en êtes venu à vous poser la question du cœur? Alors après toutes ces recherches qui m'ont essayé que j'ai donc fait ce premier livre vraiment qui porte le nom de Va par où tu ne sais pas, parce que c'était vraiment l'endroit où j'étais, le lieu intérieur où j'étais. Va par où tu ne sais pas. Ça c'est la phrase de Saint Jean de la Croix qui dit pour aller où tu ne sais pas, va par où tu ne sais pas. Ça c'est vraiment je dirais la base de la mystique et c'est la base de toutes les recherches spirituelles. Il faut rentrer dans l'inconnu. Sinon, vous n'allez nulle part. Vous restez indéfiniment à remettre les choses autrement, dans un autre ordre. Mais vous voyez, ça vous aide pas. Donc, après ce livre où j'ai essayé d'expliquer tout ça, toute cette histoire, toute cette recherche, est arrivée la pandémie donc en 2020. Et là, je me suis dit, cette pandémie, et si c'était pour nous apprendre quelque chose, parce que nous étions séparés les uns des autres, tous, à ce moment-là. On était tous... Alors, je me suis souvenu qu'en 2007, j'avais rencontré notamment le cardiologue spécialiste des NDE. Les NDE, c'est les expériences aux frontières de la mort. Et ce cardiologue m'avait parlé déjà à l'époque du fait que le cœur possédait un champ électromagnétique 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Ce qui veut dire qu'en fait, il envoyait beaucoup plus d'informations à travers les ondes au cerveau qu'il n'en recevait de lui. Donc, ça a fait tilt à ce moment-là, si j'ose dire, dans ma tête. Je me suis dit, mais au fond, nous ne sommes pas séparés, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et si le cœur, justement, était l'organe qui était la clé du changement qui nous était demandé. C'est ça qui a été mon obsession. Puisque le cœur, lui, ne nous sépare pas, le cœur nous rassemble complètement en une seule espèce humaine à travers le monde, divisée en des milliers et des milliards d'individus. Mais ce cœur en question, il a un pouvoir qu'il faudrait bien aller regarder, qu'il faudrait aller comprendre. C'est là que j'ai commencé ma recherche, qui a duré pendant la pandémie, d'ailleurs, qui a duré en particulier, qui a été favorisée par la pandémie, parce que les scientifiques que j'interrogeais, qui étaient tous des cardiologues ou des épigénéticiens qui travaillaient avec la physique quantique, étaient tous beaucoup plus disponibles, puisqu'ils n'étaient pas dans leur laboratoire. Chez eux. Voilà. Et oui. Voilà. Donc, belle synchronicité. Oui, tout ça coulait de source, quoi. Donc je pouvais avoir avec eux plusieurs conversations. On faisait ça en visioconférence, en Zoom. Voilà. Et ça a été extraordinaire parce que il y en avait qui étaient en Italie, d'autres qui étaient en Suisse, troisième, en Amérique. Et tout ça, c'était facile à organiser, vous voyez. Donc je comprenais que il suffisait d'activer cette histoire de cœur pour avoir déjà un chemin qui se traçait au fur et à mesure. Parce que plus j'apprenais, plus le chemin apparaissait, et plus le cœur prenait de la place et une puissance infinie. D'accord. Alors justement, vous parlez donc du champ d'émission magnétique qui est du cœur, qui est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Alors, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que le champ magnétique et qu'est-ce que cela implique pour le cœur? Oui, alors d'abord ce champ magnétique du cœur, vous savez que ça fait partie des forces. Le champ magnétique est une des forces universelles qui est dans l'espace. Et cette découverte, ça a été fait il y a très longtemps, puisque c'est en 1900, je crois me souvenir, c'est en 1900, est-ce que c'est 34, par Willem Anthoven, le père de l'électrocardiogramme. Donc, il avait découvert déjà cette capacité exceptionnelle du cœur. Et ça lui a valu le prix Nobel donc de physiologie, pour être exact. Donc voilà, ça c'était pas d'hier. Or, ça veut dire quoi?
cette implication, elle entraîne des résonances très importantes. C'est-à-dire que à partir de là, d'autres chercheurs se sont emparés de cette découverte et il y a eu donc depuis une 50aine d'années, je dirais, 4 ou 5 découvertes majeures qui ont permis de vraiment synthétiser le pouvoir infini du cœur que l'on ignore, parce que nous n'avions pas les instruments à l'époque pour les mesurer. D'accord ? Donc depuis ces 50 dernières années, on a fait un pas de géant dans ce domaine-là. Même si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas totalement, notamment le fonctionnement du cerveau. Voilà. Mais on sait déjà, oui. Donc on est dans un grand espace qui s'ouvre, et on va comprendre que le cœur, si on le met à l'endroit réel où il a été créé par la nature, c'est-à-dire en première place. Il faut pas oublier que l'organe est le cœur est le premier organe fonctionnel du corps humain. Ça, c'est essentiel de comprendre. Ça fait partie de la trajectoire de la compréhension. De la mère, hein. Oui, c'est le processus. Donc, je suis allée évidemment à l'embryon pour comprendre d'où il venait, comment ça se passait. Et il faut quand même comprendre que les premières petites cellules souches, qu'est-ce qu'elles font ? Elles entendent les battements du cœur de leur mère. Et ce sont les battements du cœur de cette mère qui entrent en résonance et qui vont fabriquer le champ biologique dans lequel le cœur de l'embryon va se former. Donc ce futur enfant, il est formé par des résonances aussi. Il n'est pas formé que par des informations génétiques, héréditaires. Il est formé aussi par... tout est résonance, c'est ça que je veux dire plutôt. C'est que ce sont des résonances, des vibrations. Et c'est ça qu'on appelle l'information. Donc j'ai découvert effectivement aussi que ce qu'on appelle information, nous, ce ne sont pas de ce qu'on lit dans les journaux, ce ne sont pas ce qu'on voit, vous le comprenez même dans les ordinateurs, ce sont des vibrations, des résonances et des fréquences, des amas de vibrations, des amas de fréquences qui agissent dans le vide quantique, qui n'est pas un vide plein, vide, mais qui est un vide plein. Donc voilà, il faut tout recontextualiser pour comprendre. Quand ces premières fluctuations, dans le monde quantique, c'est elles qui ont créé ensuite tous les phénomènes biophysiques qui sont dans la nature. D'accord ? Donc, nous sommes en fait à l'origine des êtres vibratoires, qui émettons des fréquences, qui émettons des échos, et qui recevons tout ça. Oui, d'ailleurs, on va en reparler. Et dans la première partie du livre, justement, par rapport à ces informations, vous parlez notamment donc des neuropeptides. Oui. Alors, quel est leur rôle et en quoi cette découverte est importante afin d'établir un pont entre le champ quantique de l'univers et le cœur ? Bon, alors les neuropeptides sont des protéines. Enfin, moi, elles m'ont fascinée pour des raisons personnelles, je dirais, parce que évidemment, comme c'est une recherche personnelle, j'ai trouvé ces neuropeptides, l'existence des neuropeptides dans un livre qui avait été écrit par Deepak Chopra, qui s'appelait Le corps quantique, je crois. Et pourquoi elles m'ont intéressée ? Parce que elles portaient des informations essentielles en fait. Donc ces neuropeptides qui m'ont fascinée, donc ce sont des protéines. On peut dire que en quelque sorte elles permettent le stockage d'informations dans nos cellules, et notamment les particularités de notre personnalité, ou bien le souvenir d'un choc ou d'un trauma quelconque. Et les neuropeptides donc du cœur, je me suis dit qu'elles pouvaient communiquer avec ceux du cerveau comme en mode Wi-Fi, par exemple. Ça a été dit par certains scientifiques. Et en plus, ils vont encore plus loin parce que ces molécules messagères, en fait, grâce à elles, des événements qui pourraient paraître étrangers l'un à l'autre, comme une pensée et une réaction physique, par exemple, elles deviennent cohérents. Vous voyez, ces événements deviennent cohérents. Même si le neuropeptide n'est pas une pensée à proprement parler, il évolue avec elle, en fait, en jouant un rôle de point de transformation capital. Pourquoi ? Parce qu'on approche de la zone mystérieuse entre le monde visible et invisible. C'est ça qui m'a fascinée, de la frontière entre les dimensions matérielles et immatérielles de nous-mêmes.
c'est un peu compliqué. C'est un peu, je fais des résumés là-dessus. C'est un résumé. J'espère que les scientifiques ne m'en voudront pas d'être aussi radical dans mes affirmations. Mais il me fascine pour ça, ces neuropeptides, parce que je cherchais finalement biologiquement ce qui pouvait s'approcher le plus, ce qui pouvait nous permettre d'être dans les deux dimensions à la fois. Et alors justement, on aborde notamment, enfin vous abordez le sujet de l'épigénétique dans le livre. Donc pour nos auditeurs, je vais rappeler ce que c'est. Donc l'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment les gènes vont être utilisés par une cellule ou ne pas l'être. Et elle correspond donc à l'étude des changements dans l'activité des gènes n'impliquant pas de modification de la séquence ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires. Donc contrairement aux mutations qui affectent la séquence d'ADN, les modifications épigénétiques sont réversibles et notamment elles dépendent directement de l'environnement et on en parlait hier, des croyances aussi. Alors vous montrez dans le livre, donc grâce aux chercheurs que vous rencontrez, que les informations reçues au sein du code épigénétique se transmettent au moment de l'organogénèse et que le cœur serait le chef d'orchestre de la distribution de ces informations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, je vais d'abord, si vous me permettez, là il y a trop de choses, je dirais, dans ce que vous venez de dire. On va remettre les choses dans un autre ordre. Alors, on va faire court. L'épigénétique, on peut dire que c'est l'étude des phénomènes environnementaux qui ont une influence sur nos gènes. D'accord ? Alors, c'est pour ça que ça m'a intéressée, sachant que nos comportements, par exemple, sont dus à des allumages ou des extinctions de gènes. Voilà. Et ce qui a été fascinant aussi dans cette recherche, moi, c'est qu'à travers notamment le livre fantastique de Bruce Lipton qui s'appelait La biologie des croyances, j'ai découvert que les croyances pouvaient influencer nos gènes, donc nos comportements. D'accord ? Donc nous n'étions pas obligés d'être programmés comme nos parents, arrière-grands-parents, etc., etc. Donc ça, déjà, ça a été, pour moi, c'était fantastique de comprendre ça, de découvrir ça grâce à lui et à d'autres, bien sûr. Je parle de Bruce Lipton parce que c'est lui que j'ai lu à ce moment-là, mais il y en a d'autres, évidemment. Ça, c'est la première chose. Alors, pour ce qui est du code épigénétique de la vie, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ça, c'est une découverte du professeur Biava. Le professeur Biava avait découvert, grâce à des cellules souches de poissons zèbres qui ont 90% de notre ADN, au moment de l'embryogénèse, donc il y a un instant T où si vous avant la formation des organes, ce qu'on appelle l'organogénèse, si vous mettez des poisons épouvantables à ce moment-là dans ces cellules, dans cette composition cellulaire, en fait, vous n'empêchez pas la vie de se faire. Vous n'empêchez pas l'organogénèse, les organes, de se créer. En revanche, vous mettez les mêmes poisons après la formation des organes et vous aurez des maladies. Donc cette extraordinaire expérience, qui fait partie d'ailleurs de mon livre que j'ai voulu dire, m'a fait dire à ce moment-là que le professeur Biava avait découvert le code épigénétique de la vie. Mais encore une fois, c'est mon interprétation. Je ne suis pas une scientifique, je n'ai pas de prétention là-dessus. Ça a été simplement éblouissant pour moi de découvrir qu'il y avait un moment dans l'embryogénèse où la vie était plus forte que tout, que vous pouviez faire tout pour l'empoisonner, vous n'y arriviez pas. C'était pour moi une découverte fabuleuse. Et quel est le premier organe qui se développe dans le corps humain ? C'est le cœur. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, j'ai fait des ponts, si vous voulez. La résonance, c'était extraordinaire. Parce qu'effectivement, ce petit organe qui va se développer donc, au bout du deuxième mois et qui devient opérationnel, eh bien, il a déjà une fonction, il
il est notre, comment je peux dire, il est notre vrai départ d'incarnation, il est notre départ d'incarnation dans la vie, il est notre départ d'incarnation émotionnelle, il est notre départ d'incarnation mémorielle, puisqu'il va avoir, c'est absolument fascinant. Et j'ai découvert effectivement à ce moment-là que effectivement il se développe au moment du développement des premiers développements neuronaux, donc du tube neuronal, etc. Donc c'est pour ça que le cœur et le cerveau effectivement sont en interaction, et je dirais cèdent l'un l'autre dans cette genèse. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ils cèdent dans cette genèse l'un et l'autre, en se transmettant des informations, et notamment ces informations par résonance, par fréquence, par vibration, comme le battement d'un cœur, du cœur de la mer. Voilà, ça m'a stupéfié, ça m'a ébloui. Donc ça, c'est justement une croyance qu'on lève concernant le cœur, concernant l'organe du cœur. Et alors, quelles sont les croyances qui vous ont semblé limitantes par le passé sur le cœur? Bon, déjà, nous, on nous a appris de nous méfier du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Deuxième adage, loin des yeux, loin du cœur. Tout ça est absurde, faux, archi-faux et obsolète. Point. C'est super. Retirez ça immédiatement de votre tête. Au contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas entretenir le rapport au sentiment, au cœur, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la problématique d'aujourd'hui, c'est que on redécouvre, grâce à ces expériences sur le cœur, grâce à ce que l'on commence à comprendre du cœur, que nous sommes toujours reliés. Mais on en sait beaucoup plus même. On sait que le cœur, par exemple, on a fait des expériences, l'Institut HeartMath a fait des expériences, par exemple, qui montrent, ils ont mis des gens et des patients dans des pièces reliées à des électrocardiogrammes, et ils leur montrent des images aléatoires qui sont positives ou qui sont négatives. Chaque fois qu'une image aléatoire va être négative, le cœur sait 5 secondes à l'avance ce qui va se produire avant que l'image n'apparaisse. Rien que ça. Personne ne sait ça, très peu de gens savent ça. Ça veut dire que le cœur anticipe, il sait anticiper quelque chose de négatif 5 secondes avant que l'image négative n'apparaisse. Donc il a déjà il a un rôle essentiel j'allais dire j'ai envie de dire de radar. C'est un radar et c'est en même temps un diapason. Ensuite, en plus, quand il sent que l'information va être mauvaise, il décélère. Donc il sait se placer par rapport à ce qui va se produire avant que nous ne le sachions, que nous ne le vivions. Donc ça, c'est quand même aussi très important. Ensuite, on sait que, par exemple, les ondes électromagnétiques du cœur, quand elles sont cohérentes, c'est-à-dire quand on apprend, parce qu'aujourd'hui il y a des thérapies pour apprendre à harmoniser le cœur, le rendre en harmonie avec la respiration, et le rendre en harmonie aussi en faisant advenir des images positives. Enfin, il y a toute une série. On sait que quand le cœur est en cohérence, donc en bon fonctionnement avec la respiration, et qu'il rentre dans ce qu'on appelle donc la cohérence cardiaque. Ça, je pense que vous le connaissez. Je ne sais pas si vous. Oui. C'est un état physiologique, psychophysiologique extrêmement important, nécessaire aujourd'hui. Quand il est dans cet état-là et que vous êtes nombreux autour de vous à être en empathie, vous créez un champ électromagnétique unique, un seul champ électromagnétique. Mais à votre avis, pourquoi la nature a créé un seul champ électromagnétique quand les gens s'aiment? Si on pouvait commencer à comprendre tout ça, le rapport entre la création de l'humain par la nature et une logique qui est là, une logique qui est traduite par la description des processus dans le corps. Il suffit de regarder vraiment aujourd'hui avec nos instruments de compréhension nouveaux, avec nos ordinateurs exceptionnels, avec tout ça, regardez toute cette extraordinaire machine qu'est l'homme,
Et pourquoi ce cœur a été créé avant tous les autres organes? Pourquoi ce cœur a été créé pour être en fonctionnalité avec le cerveau? Pourquoi ce cœur a été créé pour nous faire nous aimer les uns les autres? En fait, pour que quand nous nous aimons les uns les autres, nous créons un champ commun. Et mieux encore que ça, le cœur, quand il est en cohérence, il est relié aussi aux ondes électromagnétiques du champ terrestre, du champ magnétique terrestre. C'est la Donc, je question veux que je dire, vais vous poser. oui, donc vous voyez, je veux dire, le cœur, ça va très 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 loin. Mais le problème, les gens passent leur vie à se méfier de leur cœur parce que soit ils ont souffert, soit ils ont été trompés pour une raison X, mais qui fait partie de leur chemin. Personne ne se pose la question aujourd'hui de revenir à soi. On est tout de suite, tous les gens maintenant s'occupent de créer des appareils pour aller encore plus loin en dehors de soi. Tous les appareils électroniques qui vont nous faire devenir plus intelligents que les ordinateurs. On va mettre des puces électroniques dans le cerveau pour aller aussi vite. Mais c'est une absurdité sur certains plans. Pas sur tous, hein. Je ne dis pas que je suis pas contre disons le progrès technologique à des fins thérapeutiques bonnes, enfin qui nous voilà, qui nous permettent qui guérissent, de guérir. Mais nous, c'est parce que nous ne savons même pas que le corps est autoguérisseur. Nous ne savons même pas nous guérir nous-mêmes. Nous ne savons même pas revenir vers nous-mêmes pour comprendre d'où viennent ces dysfonctionnements. Alors, vous me direz, c'est facile à dire, je suis d'accord avec vous, mais déjà prendre conscience que déjà en revenant vers ce cœur, en le mettant à nouveau par notre volonté au premier plan, c'est-à-dire le laisser nous informer. Parce qu'en mettant ce cœur au premier plan, nous avons accès à des informations nouvelles que ne nous donne plus aujourd'hui le mental. Le mental va nous donner indéfiniment les informations que nous avons reçues par l'éducation, par l'expérience, ce qu'on nous a appris. Mais jamais ce sont des informations nouvelles. Et si vous voulez, pour reprendre cette phrase d'Einstein que tout le monde connaît, on ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. Il est quand même temps aujourd'hui de comprendre que ce cœur, il est là pour vous donner ces informations nouvelles, vous voyez, pour vous permettre de vous restructurer, de comprendre que vous pouvez bien sûr vous servir des informations que vous avez déjà utilisées par la rationalité, par la résonance, par votre expérience. Il ne s'agit pas de tout casser, mais il s'agit d'apporter des informations nouvelles par ce système qui vous donne des intuitions, qui vous donne des fulgurances, qui vous donne des sentiments immédiats de danger ou de pas danger, au contraire de confiance, qui favorise vraiment la capacité de trouver les bons choix, les bonnes décisions. Vous voyez ? Et savoir s'écouter. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très rassurant, confortant à écouter son mental parce qu'on a l'impression qu'il sait tout contrôler. Oui. Alors qu'en fait, si les humains ne dépassent pas leur mental, le mental les dépassera, en fait. Voilà, exactement. Et alors, effectivement, c'est quelque chose qui est pas du tout culturel. Nous, en Occident, on a vraiment du mal à s'écouter, à écouter notre cœur. Et en même temps, je dirais aujourd'hui, on a tellement d'outils thérapeutiques. On a vraiment une grande vague thérapeutique qui se lance, que ce soit le développement personnel, l'hypnose, la psychologie, la psychanalyse, les podcasts. On a tellement d'outils. Après, c'est qu'une question de prise de conscience et de déclic. Et ça, effectivement, c'est le fameux déclic de se dire je m'écoute et j'arrête de faire confiance à tout ce qui me paraît contrôlable, en fait. Oui, simplement, vous êtes en train de toucher à l'une des plus grandes peurs de notre société aujourd'hui. Alors, c'est facile effectivement à dire quand on est comme vous et moi aujourd'hui derrière un micro, parce qu'effectivement on sent on sent qu'il y a une vérité dans toute cette histoire. Mais peut-être que pour les gens, il faut avoir souffert quelque chose. Il faut avoir une épreuve qui vous réveille à ce moment-là. C'est souvent malheureusement, c'est fait pour ça d'ailleurs. Donc c'est souvent par là qu'ils commencent à s'intéresser à autre chose, pour essayer de rebondir, pour essayer de faire un deuil. Malheureusement, c'est la nature humaine qui est comme ça, on va pas la changer. Hein. Et nous sommes comme ça aussi. Hein. Et
Je crois qu'il faut être extrêmement... je pense qu'il faut avoir cette compassion parce que les gens, effectivement, font beaucoup de développement personnel, mais il y a beaucoup de caricatures aussi dans les développements personnels. Il y a il y a, il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Je pense que le développement personnel, il commence à partir du moment où on choisit de se faire confiance à soi. Et ça, c'est quelque chose qui est je dirais presque une des choses les plus difficiles au monde. Parce que cette confiance en soi, on nous l'a pas apprise. On nous a appris surtout à faire comme on nous a dit de faire, comme les parents, comme les éducateurs, on nous ont dit de faire. On nous a jamais tellement, dans nos sociétés françaises en particulier, dit d'avoir confiance en soi, parce que il y a une petite voix, il y a quelque chose en nous qui sait ce qui est bon pour elle. Alors, comme on est revêtu de milliers de couches d'influence, c'est très difficile de dire maintenant, bon, allez hop, on revient vers soi et on se fait confiance. Ça va pas passer, ça va pas être, c'est pas si simple de se faire confiance. Et pourtant, c'est la clé. Déjà d'essayer de savoir qui l'on est. Alors, quand on passe par le cœur, on a accès déjà à un sentiment très humain et très immédiat. Est-ce que je suis bien à l'heure où je vous parle, dans le moment présent? Est-ce que je suis contente de cette situation? Voilà. Comment faire pour que ces moments s'additionnent et se répercutent dans un temps qui va devenir finalement le nôtre jusqu'à la fin de nos jours? Vous voyez? C'est-à-dire, comment on fait? Alors d'abord, il y a une décision aussi intérieure à prendre. Décider de changer, d'accepter de ne plus faire comme avant. Parce que ce qu'on a fait comme avant nous a conduit soit à des dépressions, à des burn-out ou à des problèmes variés, des maladies, des comportements etc. nocifs, Voilà. mais aussi Donc, envers nous, envers les autres. Voilà. Donc on ne va pas convaincre des gens pour lesquels la vie, pour l'instant, à l'heure où on se parle, est parfaite. Vous n'allez pas convaincre des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont un métier génial qui leur plaît formidablement, la famille de rêve, la santé parfaite. Ils ne voient pas de quoi on parle, en réalité. Vous voyez? Il faut qu'il y ait il y a un moment où, c'est pour ça que la prise de conscience peut prendre un certain temps. Des éveils. Oui, non, voilà. bien sûr. À Non, quel en fait, moment l'éveil se produit? Je parlais plutôt des personnes qui continuent de souffrir et qui savent qu'elles souffrent, mais qui s'entêtent aussi là-dedans. Vous savez que la souffrance, c'est aussi c'est un lien aussi fort que l'amour. Hein. Je veux dire, on est amoureux de ses chaînes. C'est pas nous qui le disons aujourd'hui. C'est en ce sens que je mentionnais effectivement. Oui, tout à fait. Il y a une situation très confortable aussi à être victime et à s'enlever, à se retirer de tout pouvoir créateur. Ben oui, parce que vous rentrez dans l'inconnu. Va par où tu ne sais pas. Vous rentrez dans l'inconnu. Qu'est-ce qui me prouve que je vais avoir raison de faire confiance à cette personne? Je sens pourtant qu'elle est sympathique et qu'elle est vraie. Mais qu'est-ce qui me prouve que j'ai raison? Et qu'est-ce qui, dans ce qu'elle dit, m'apporte quelque chose de positif ou pas? Ce sont des résonances encore. Ce sont des fréquences, ce sont des vibrations. Et on se méfie tout le temps de notre cœur aussi. On se méfie de faire trop confiance parce qu'on en a bavé avant. Parce qu'on n'est pas réellement dans le présent. Vous voyez? Oui, ok. Oui, on va projeter en permanence. Oui, on est tout le temps en train de projeter des questions du passé ou du futur qui viennent encombrer le présent. Donc c'est pas facile. Non. Avec nos croyances qui sont bien ancrées, hein, toujours ces croyances limitantes qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez grand, que le monde est comme ci, comme ça. Ça, c'est difficile. Et vraiment, cette notion illimitée des croyances, elle est vraiment difficile à appréhender quand on nous l'a jamais dit. Oui. Et puis, quand on s'en est jamais rendu compte, comme vous dites, quand on a un peu suivi un chemin tout tracé, c'est effectivement très difficile de tout diluer. C'est-à-dire que j'ai interrogé la fondatrice de l'hypnose sagesse sur ce podcast qui disait « Ce n'est pas supprimer nos croyances limitantes, c'est pas ça. C'est les diluer. C'est-à-dire, je suis à la fois quelqu'un de timide et puis à la fois quelqu'un d'avenant. Et puis, je suis un tout. » Voilà. Oui, c'est accepter. C'est-à-dire que si vous acceptez d'être ça, si vous aimez ce que vous êtes, avec les limitations fabuleuses qui sont les vôtres, puisque nous sommes tellement limités, mais quelle joie d'être limités, mais quel bonheur de pas être parfait.
Vous voyez, quelle stupidité de vouloir être les plus beaux, les plus intelligents, les plus tout. Je veux dire, ce qui est fabuleux aussi, c'est de pouvoir vivre juste ce qu'on est à notre niveau. Parce qu'on est venu pour quelque chose. On est venu avec un programme, je dirais, avec un sens, un sens de la vie. On est venu faire quelque chose dans cette vie. Et ce qui est fabuleux, c'est de savoir que tout le monde a sa place, que tout le monde a quelque chose à faire. Et qu'il ne faut surtout pas se dire non, il y a un tel, oui, il est meilleur que moi. Et jamais de comparaison, jamais de jugement. Le jugement et la Je comparaison, pense du jugement surtout négatif, parce que le jugement positif, c'est plutôt sympa. Vous pouvez y aller. Plus le jugement positif, vous pouvez être, c'est pas être cucu les petits oiseaux, c'est pas être bisounours, c'est de reconnaître que là, il y a une énergie positive qui vous fait arriver des choses positives si vous l'incarnez. Et vous suivez ce qui vous arrive, parce que en étant positif, vous engendrez de la positivité. C'est une lapalissade que je suis en train de vous dire. Vous voyez, c'est vraiment la base de tout. Mais les gens n'y croient pas. Les gens ne... Pas encore. Pas encore, voilà, pas encore. Pas vous avez encore. raison. Oui. C'est plus facile pour les croyants. C'est plus facile pour ceux qui pensent que Dieu existe ou qu'il y a en eux une part divine. Parce que dans ce cas-là, je dirais, c'est plus facile, l'accès au sacré d'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes est plus simple. C'est plus simple pour eux, sauf s'ils le font par dogme, c'est-à-dire parce qu'on leur a appris à le faire. Mais si ils le sentent, ils ressentent cette appartenance à quelque chose de divin en soi, quelque chose dont le mot divin n'est pas approprié, mais qui peut être approprié, mais dont le mot divin pourrait être remplacé par une partie supérieure de soi, quelque chose qui est mu par d'autres forces que soi-même, qui est une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un surmoi, je sais pas comment on peut dire, parce qu'on emploie des mots qui sont ensuite très mal interprétés, donc je fais très attention à ces niveaux-là. Disons qu'il y a une partie de soi qui est dans le courant de la vie, qui est relié à ce code épigénétique de la vie dont on parlait tout à l'heure. Et si, du coup, on fait confiance à la vie qui provoque toutes ces milliards et milliards et milliards de connexions dans l'instant présent qui nous font vivre et qui sont cet élan vital, alors là, on accepte de se jeter dans l'inconnu parce qu'il ne peut nous arriver que des choses positives dans la mesure où nous le vivons avec positivité, vous voyez? Donc, il y a un phénomène de contagion, un phénomène de résonance qui se produit. Mais aussi, c'est valable pour le négatif. Donc, tout à fait. Voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'allais vous poser une question en ce sens. Mais j'aimerais juste revenir sur aussi les croyances concernant l'organe du cœur. Page 72, donc il y a Carlo Ventura qui vous affirme que lorsque l'activité des vents solaires sur la calotte polaire augmentait, les émotions positives diminuaient, l'anxiété, la confusion et la fatigue augmentaient. Donc qu'est-ce que ça vient révéler ça sur l'effet du cœur en fait sur les fréquences terrestres, notamment grâce à l'expérience avec les magnétomètres? Les magnétomètres, ce sont un peu comme des électrocardiogrammes qui sont placés dans la nature. L'Institut HeartMath a créé ces appareils et il a placé ces appareils dans plus de 65 pays pendant plus de 15-20 ans maintenant probablement. Et ils ont recueilli les données. Et c'est un appareil qui en fait est branché aux ondes électromagnétiques de la Terre. Et quand il y a des présences humaines, ils s'aperçoivent que les chiffres ne sont plus 0, 1, 0, 1, 0, 1 comme avant. C'est-à-dire, il y a des fluctuations qu'ils voient qu'ils peuvent mesurer. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et de fil en aiguille, ils se sont aperçus à ce moment-là, en utilisant des appareils de plus en plus sophistiqués, aussi que les vents solaires et que certaines ondes électromagnétiques terrestres étaient reliées à nos cœurs et à notre cerveau. Tout à l'heure, on a parlé des fréquences et des vibrations, de ces amas de fréquences et de vibrations avec lesquels, en fait, résonnent donc tous les organismes vivants sur cette Terre. Hein. Je parlais de tout ça tout à l'heure. Et les scientifiques donc de l'Institut HeartMath ont constaté que les fluctuations donc des champs magnétiques terrestres avaient aussi un effet sur le taux de mortalité humaine dû à des problèmes cardiaques et sur les variations dans le nombre de cas de dépression et de suicide.
Alors, avec l'université de Princeton, ils se sont penchés pendant de nombreuses années sur ces questions. En fait, comment ça se fait que les fréquences de résonance du champ magnétique de la Terre puissent influencer la santé et le comportement humain? Et leurs études, en fait, ont montré que les fréquences de la Terre se rapprochent, comme je vous le disais, de celles du cœur, du cerveau et du système nerveux autonome. Et leurs études montrent même une relation surprenante entre la santé, les comportements humains et l'activité solaire et géomagnétique de la Terre. Alors, là, vous m'avez parlé des magnétomètres. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Ils ont inventé donc ces fameux magnétomètres, ces appareils qui ressemblent à des électrocardiogrammes pour capter les ondes électromagnétiques de l'environnement. Puis ils les ont répartis dans plus de 65 sites, comme je vous le disais, à travers la Terre, en observant les résultats pendant plus de 15 ans. Et ils ont créé aussi des générateurs de nombres aléatoires. Ce sont un peu comme des appareils électroniques qui lancent des dés à grande vitesse, vous voyez. Alors, à ce moment, ils ont constaté que lorsqu'on place un générateur de nombres aléatoires qui produit des séquences continues de bits 1, 0, 1, 0, dans un endroit où des personnes sont exposées à une émotion intense, comme à l'opéra ou dans une église, pendant une cérémonie religieuse, la séquence fixe 0, 1, 0, 1 ne correspond plus à 50, 50, comme je viens de le dire, et comme c'est le cas, lorsque l'appareil se trouve isolé de toute influence extérieure. Alors, un exemple très parlant que j'utilise toujours dans ces conférences, c'est le 11 septembre 2001, à 36 000 donc, kilomètres au-dessus de l'équateur, deux satellites environnementaux géostationnaires qu'on appelle les GOES ont détecté une hausse subite de la force du champ magnétique terrestre à travers les données qu'ils transmettaient au sol toutes les 30 minutes. Donc à l'époque, il est 9 heures du matin à l'est, donc soit 15 minutes après que le premier avion a percuté l'une des deux tours du World Trade Center, et à peu près 15 minutes avant l'impact du deuxième avion sur la deuxième tour. Eh bien, des études qui ont été menées par la suite par des chercheurs de Princeton et de l'Institut HeartMath ont permis de confirmer que la corrélation entre les données transmises par ces deux satellites et les événements du 11 septembre n'était pas une simple coïncidence, en fait. Le facteur qui semblait l'élément commun entre eux, c'était clair, il s'agissait du cœur humain. Et plus exactement, c'était l'émotion suscitée dans la population mondiale par ces événements qui semblaient influencer le champ magnétique terrestre. Donc, vous voyez, alors à partir de là, ils ont pensé que ça leur permettait de penser que la conscience humaine en tant que somme des consciences individuelles génère une sorte de force physique, une forme d'intention, si vous voulez, qui a la particularité de s'auto-connecter avec les champs magnétiques de la Terre, géomagnétiques de la Terre, vous voyez? Donc c'est formidable. Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous rentrer dans les chiffres parce que il y a aussi, tout ça est expliqué d'ailleurs dans le livre. Je crois que je le raconte. Je vous donne aussi des exemples précis avec chiffres en main là-dessus. Super. Non, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire hein, de recherche, notamment. Ça me fait penser aux méditations collectives qui sont d'autant plus puissantes. Alors, je mesure pas du tout l'influence que ça peut avoir par rapport à la Terre, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'immatériel, puisque c'est arrivé, je crois, dans des groupes de méditation qui pensaient la même chose, qui avaient la même information au même moment. Oui. Je trouve ça fabuleux. Oui. Oui, mais même la méditation, vous avez des expériences en Italie qui sont faites par je crois que c'est un psychologue ou psychiatre qui, en utilisant une caméra super pointue en biocybernétique, arrive à montrer qu'il arrivait à soigner à distance un malade qui se trouve pas dans la même pièce que lui, donc à distance, vous voyez. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut soigner à distance des gens par la pensée, par l'amour qu'on leur envoie, par l'empathie qu'on va créer. Et c'est mesurable parce que cette caméra extraordinaire, j'ai vu des photos de lui d'ailleurs, on voyait que au début de sa méditation, il était entouré d'un halo bleu. La caméra vraiment faisait disparaître son visage dans un halo cylindrique bleu clair. Et on voyait que ça passait progressivement dans la deuxième phase de la méditation vers la poitrine. Et on voyait sur le patient qui n'était pas dans la même pièce, ce même halo transporté également vers la poitrine, vers le cœur. Et provoquant vraiment un mieux-être chez le patient.
Donc, je crois qu'on approche là vraiment de plus en plus de guérison possible par ce système. Bien sûr, oui, il y a même des soins énergétiques qui se font à distance, qui fonctionnent, oui, 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 mais là, on peut même les observer avec des caméras. Ce que je veux dire, oui, c'est qu'avant, il y avait la croyance qui était dedans. oui, Maintenant, il y a également l'observation physique du phénomène. Vous oui, voyez? et C'est aussi qui important parce que les rationnels, comme nous, comme moi, eh bien, ils ont besoin aussi preuve, de preuves, de voir que c'est, preuve physique avec même nos si on sens à sait. nous. Voilà, comme vous dites. Je Comme vous je dites. je comprends, d'accord. Alors on approche un petit peu à la fin du podcast. Je voulais juste vous poser une dernière question. Alors j'aime bien ce que vous rétorque un petit peu, au début du livre votre ami, Paul, Ah hem, oui. lorsqu'il vous dit, «Oui enfin, ça fait des siècles qu'on sait qu'on devrait s'aimer, et ne fonctionner qu'avec le cœur. Regarde où ça nous a menés». Bon, moi personnellement, je suis plutôt en désaccord parce que de mon point de vue, on n'a pas vraiment essayé de s'aimer les uns les autres, au contraire plutôt, et on est dans un monde finalement régi par l'amour conditionnel, donc forcément ça nous a menés à une époque très chaotique. Alors, de votre point de vue, comment le cœur intervient dans cet amour inconditionnel par lequel nous pourrions tous nous relier? Bah, d'abord, je pense qu'il intervient si vous le placez au premier plan. Déjà. Vous n'êtes plus comme avant. Si vous placez votre cœur au premier plan, vous n'êtes plus comme il y a 5 minutes. Ou sauf si vous êtes dans l'empathie, comme c'est le cas dans notre interview. Mais euh, je veux dire, placer le cœur au premier plan, c'est une décision, c'est une volonté aussi. Décider du jour au lendemain qu'on va placer le cœur au premier plan, qu'on va regarder le monde avec les yeux du cœur, c'est une décision, c'est une volonté, d'accord? Parce que ça va pas du tout dans le sens de ce qu'on fait habituellement. Ça va tout le temps vous obliger à devenir le spectacle, si j'ose dire, le témoin actif de votre propre vie. Vous allez devenir votre propre observateur actif. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ah, j'arrête de juger mal cette telle ou telle personne. J'arrête de penser négatif. Ah non, je la vois venir. Je vais simplement la voir venir, l'accepter, puisque on ne va pas se transformer les uns les autres comme ça. On va pas devenir avec uniquement très vite, si vous voulez, des gens aimant tout le monde et béni, béni, oui, oui, j'allais dire, pas du tout, du tout. Au contraire, ça va prendre du temps, mais la situation d'observateur actif, elle vous conduit à surveiller vos pensées, à surveiller vos réactions, à surveiller votre comportement, votre être, votre ressenti chaque instant de la vie. Ce qui ne veut pas dire être tout le temps dans son nombril et ne regarder que soi, mais c'est une habitude qui va s'installer quand vous allez vous apercevoir que vous avez répondu par exemple trop vite à une personne. Ça, vous allez voir tout à coup, ah, c'est ce que je faisais avant. Ça, c'est ce que faisait mon père avec ma mère ou je sais pas quoi. Vous allez arriver à identifier d'où vient ce schéma de pensée que vous aviez avant. Mais c'est pas pour autant que vous allez le bannir. Il fait partie de vous et vous pourrez même le remercier puisque grâce à ça, vous allez revenir dans la position du observateur actif. Vous avez compris que c'était ça qui vous avait fait agir. Donc vous allez essayer de faire autrement. Un petit peu. Chaque jour. En vous endormant, avant de dormir par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour nourrir le champ électromagnétique de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai fait pour nourrir ce champ électromagnétique? Est-ce que j'ai été plus gentil, plus patient avec les gens autour de moi? Est-ce que et combien de temps n'ai-je pas passé à cela? Parce que c'est un processus où tout compte. Donc rien que ça, installer cette nouvelle manière d'être. Vous voyez, identifier les moments où vous reproduisez des attitudes qui sont celles du schéma de pensée habituel. Rien que cette identification, elle vous permet un arrêt sur image, si j'ose dire, pour vous dire, ah, voilà, je vais essayer encore, et encore, et encore. Parce que ça, c'est un processus qui s'installe qu'il faut
beaucoup travaillé. C'est pas du tout du jour au lendemain, vous voyez? Oui, et c'est à la fois, pour soi et pour les autres. Et ce que vous Oui, faites très bien de souligner que ça ne veut pas dire, qu'on tout d'un coup, on devient égocentrique. J'avais eu un débat plusieurs fois, avec un ami qui me disait: «Oui, aujourd'hui, on est dans une société où on nous demande de nous recentrer sur soi, je trouve ça très égoïste». Je dis: «Mais en fait, dans une société où on perd le sens de nos vies, où on travaille tout le temps, où, on fait des choses un peu par abrutissement finalement, un peu comme des moutons parce qu'on nous a dit de faire ça, c'est essentiel de se recentrer sur soi. Alors ça veut pas dire qu'il faut rester dans cette dynamique et tout le temps se prendre en photo et s'analyser en permanence tout jusqu'à notre mort, non. Ça veut juste dire c'est, s'analyser soi pour pouvoir être conscient de nous, ce qu'on fait à soi et aux autres, et ensuite de pouvoir aider d'une quelconque manière, voilà, si ça vient sur la table. Mais je pense que ça, c'est essentiel de se dire que ça ne veut pas dire égocentrisme. Ça veut oui, juste dire mais tout conscientiser. tout à fait. Mais je pense que le mental est notre principal, aussi adversaire. Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, quand je vous dis placer le cœur en premier, c'est comprendre la différence entre sentir quelque chose avec l'intellect et sentir quelque chose avec le cœur. Euh, Sentir quelque chose avec le cœur, vous êtes immédiatement euh, en, en prise avec vos émotions. Euh, donc vous avez à ce moment-là le radar qui est en place, émotion positive ou émotion négative, vous voyez. Et je dirais la réaction ou le choix vous est donné par l'intuition. Euh, tandis que je dirais, si vous réutilisez, si vous faites des analyses, dès que vous analysez, vous repassez par le mental. Vous passez par les schémas habituels. Pour aller de A à D, je dois passer par B et C. Non. En fait, A et D se passent au même moment quand on est dans le cœur. C'est une loi qu'on appelle la loi de la non-localité. C'est quantique. C'est une loi quantique. C'est un peu comme si vous pensez à quelqu'un que vous aimez et tout à coup, il vous appelle presque sur le moment. Vous comprenez pas qu'il s'agit d'une loi quantique, mais il s'agit d'une loi quantique. Le cœur pense à l'autre et hop, déclenche une réaction chez l'autre. Mais il est au bout de la terre. Le Voyez? fameux «Ah, je pensais à toi, moi aussi». Oui. Mais je veux dire, ça, on le voit, mais on ne sait pas que c'est quantique. On ne sait pas que c'est une réaction qui ne vient pas de notre espace-temps, si j'ose dire. Si j'ose dire. Voilà. Donc, c'est intéressant d'essayer de transformer sa vie en prenant d'abord cette décision de regarder ce qui se produit dans nos vies de différent quand on part du cœur. C'est-à-dire quand on met ce cœur dans nos vies au quotidien, quand on l'installe. Alors ça peut, voilà, il y a des méthodes, on en a parlé, la cohérence du cœur, on en a parlé aussi. Il y a des méthodes pour vous aider à le faire plus facilement. Il y a la méditation, évidemment. Hein. Il y Et a, oui, et c'est vrai qu'on se demande souvent comment. Parce qu'en fait, on est tellement dans le mental qu'on sait plus faire la différence. C'est qui le mental, c'est qui le cœur, c'est qui les croyances, c'est qui moi, c'est ouh là là. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel avant peut-être. Bon, bien sûr, le travail thérapeutique peut aider, mais le silence. tout à fait. Et ça, beaucoup de monde, beaucoup de gens ont beaucoup de mal en fait avec le silence. C'est-à-dire que si je vais marcher, est-ce que je marche seule, avec quelqu'un, avec de la musique ou avec un podcast ou je sais pas. Et si on essayait de marcher seul en silence, Tout à fait. ou d'être Le seul chez soi silence. en silence, même sans Tout à parler de fait. méditation. Tout à fait. En fait, c'est en Tout à accueillant fait. le silence qu'on va Tout à fait. commencer à comprendre. Alors ça peut créer des crises d'angoisse si on a toute notre vie, on a fait taire notre cœur, le silence va créer des crises d'angoisse. Mais c'est là, justement, elle est là la clé. Oui, oui, Et tout à fait. Le silence, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. L'action dans le silence, vous avez raison. Marcher, par exemple, ça c'est très très effectivement essentiel. Vous avez aussi quelque chose qui est ce qu'on pourrait appeler euh, ce que Gurdjieff l'appelait le rappel à soi. C'est-à-dire en fait quelque chose qui est se donner un rendez-vous avec soi-même à une heure fixe. Par exemple, vous allez constater que quand vous vous donnez un rendez-vous avec vous-même à une heure fixe, vous allez forcément le louper. Soit parce que
vous serez pas à l'heure, soit vous serez avant l'heure, soit après l'heure, mais vous ne serez pas dans l'heure les 3/4 du temps. Ça, c'est un bon exercice aussi pour comprendre qu'on n'est jamais véritablement soi-même, dans le présent. Déjà, c'est une des méthodes que j'ai trouvé très intéressante. L'autre, il y a d'autres possibilités qui sont aussi de considérer que comme il y a une possibilité de redistribuer le temps. Parce que en prenant ce temps de silence, comme vous dites, et en regardant ce qui est très important, en faisant cette méditation, vous allez avoir accès à ce moment-là, en sortant de la méditation, à un certain nombre d'informations qui vont se ranger dans un ordre différent d'avant. Avant la méditation, vous êtes il y a 40 choses qui sont urgentes. À la fin, après la méditation, les choses urgentes se sont mises dans un certain ordre. C'est-à-dire que bizarrement, elles se sont redistribuées. Voyez? Parce qu'il y a eu ce temps de silence intérieur. Comme donc vous dites, vous avez raison, parler du silence extérieur, mais aussi du silence intérieur en fait, qu'on a dans cette méditation. Bien sûr. Cette paix. Parce que aller chercher cette paix par tous les moyens, et ça se travaille parce que c'est un peu comme un muscle. Hein. Vous savez, le cerveau, c'est un muscle aussi. Hein. Je veux dire, tout ça sont des muscles. Donc, on peut, c'est un peu comme si vous vous exerciez à faire le grand écart. Je cite toujours ça parce que j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie. Faire le grand écart, ça prend un temps astronomique. Il faut plusieurs mois pour y arriver. Et chaque jour, je me souviens, il fallait parfois plusieurs années. Plusieurs années. Et je me rappelle essayer chaque jour 1 millimètre, gagner 1 millimètre, plus 1 millimètre, plus 1 millimètre. Malheureusement, c'est comme ça, mais après, le corps sait, il apprend et il retient. Donc après, une fois que que votre corps est habitué à mettre le cœur au premier plan, ça va devenir une habitude. Donc ça vous sera de moins en moins difficile. Et ça va restructurer votre cerveau, votre manière de penser. Vous voyez? Ça va vous rendre complètement différent. Et vous allez le voir parce que les gens vont vous dire, c'est marrant, t'es de très bonne humeur tout le temps maintenant, là, c'est bizarre, ou bien t'es devenue beaucoup plus lumineuse, là, quelque chose. Mais c'est bizarre. Pourtant, ça va, il n'y a pas de changement particulier dans ta vie. Non, non. Ça n'est pas visible. C'est un entraînement, mais ça a vraiment créé d'autres rapports à nous-mêmes, à la vie, à notre travail, aux gens qui nous entourent. Voilà, et c'est au bout d'un certain temps qu'on le constate soi-même. Et plus on le constate, plus on le pratique, si vous voulez. Parce que ça, c'est un engrenage vertueux. Et avant de rentrer dans ce côté très plaisant de ces pratiques-là, je pense qu'il y a une certaine discipline à avoir, malgré tout. Tout à fait. Ça, c'est très important. On parle souvent de la motivation, du temps, Moi, je pense que c'est rien de tout ça, c'est la discipline. Tout à fait. Vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure, l'exemple de la danse est important, parce que la danse, vous pouvez rien faire sans discipline. C'est celle qui vous apprend vraiment à discipliner votre volonté aussi. Et vous avez parfaitement raison. C'est cette discipline qui va s'installer et qui va entraîner la discipline. Elle va et à un moment donné, ça vous demandera pas d'effort. Voilà, on va plus forcer après, c'est ça. Oui, parce qu'on n'a pas envie de se forcer. Oui. Voyez. Mais les premières méditations, moi, je médite depuis environ 5 ans. Les premières méditations, elles étaient difficiles, il fallait que j'instaure une discipline. Et même ma toute première méditation, j'ai beaucoup pleuré parce que moi, j'avais un rapport au corps compliqué. Et en fait, je me rendais compte que j'avais complètement laissé de côté mon corps et que je l'avais fait taire. Et j'avais l'impression de devoir lui demander pardon. Donc là, j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes. Et ça, c'est la méditation qui m'a apporté ça. Et donc, j'étais un peu restée sur ce truc angoissant de la première méditation où je me rends compte de tout ça. Et puis, en fait, vraiment, je me suis forcée. Alors, il y avait effectivement le côté désagréable, mais passer cette période, ça a été complètement naturel. Et aujourd'hui, mon cerveau, mon corps en réclame naturellement. Je n'ai plus besoin de me l'imposer, plus du tout. Oui, c'est magnifique ce que vous décrivez, mais en particulier, cette première méditation montre bien que vous étiez dans le cœur. Voyez, parce que le cœur vous a fait pleurer, vous avez demandé pardon au corps. C'est le cœur qui fait ça. C'est la preuve du cœur, en fait. C'est la preuve de la vibration du cœur. On n'aime pas forcément toujours ce qui vous amène. Hein, on pleure beaucoup aussi. Et c'est très beau, parce qu'en pleurant, vous déchargez, vous retirez cette émotion. Pleurer, ça libère. Mais bien sûr.
Pleurer, ça libère, c'est le cœur qui s'exprime et ça a été encore plus puissant. J'ai fait aussi une retraite, enfin une expérience chamanique avec la plante l'ayahuasca qui est interdite en Europe. Hein, je le rappelle, c'était en Amérique latine. Le deuxième rituel que j'ai fait avec cette plante, j'ai énormément pleuré. Oui. Parce que la plante me révélait ce qui était resté bloqué, mais je n'en avais moi même pas le souvenir. Yes. C'est-à-dire que sur le plan conscient, on a fait une espèce d'amnésie de se dire oula, moi je mets ça de côté, c'est beaucoup trop violent pour moi. Et puis en fait, la plante me l'a montré. Et là, c'en est suffi de chaudes larmes. Alors peut-être que d'extérieur, ça pouvait ressembler à une détresse mentale, mais moi pas du tout. C'était l'occasion que me donnait mon cœur, comme vous dites, de me libérer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que les larmes, la vraie émotion, pas les larmes de crocodile, hein, pas les larmes, parce qu'on peut s'imposer aussi, on peut pleurer comme des acteurs, mais les larmes qui surgissent quand on écoute les autres, parce qu'on sent les vibrations avec l'autre, parce qu'il vous parle de ses ennuis ou il vous parle de choses qui sont personnelles, vous sentez cette empathie, vous sentez les larmes peuvent vous monter, et c'est vraiment une indication que vous êtes vraiment avec lui dans le cœur. Et c'est pour ça que c'est magnifique, parce qu'on peut pleurer de joie, on peut pleurer d'être ensemble, on peut pleurer d'amour. Ça, c'est fabuleux, vous voyez. Et quand on l'a vraiment vécu, on n'a plus peur de ses émotions. Et ça ne veut pas dire qu'on est surémotif. Ça veut juste dire qu'on maîtrise justement l'émotion, où on la fait venir quand elle est positive, quand elle peut faire du bien. Mais on ne l'encourage pas pour autant comme avant, où tout était fait pour vous tirer des larmes, mais on voit que c'est fabriqué. Vous voyez, c'est une vérité du corps qui parle. C'est une vraie expression, tout simplement. C'est ça. C'est la vérité qui s'exprime, la sincérité, la vérité du corps. Et oui, la vérité du cœur aussi. Hein, bah oui, mais le cœur étant le diapason du corps. C'est-à-dire c'est tout est lié. Oui, tout est lié, c'est ça. En fait, notre incarnation, c'est par le cœur qu'elle est là. C'est grâce au cœur que nous sommes là. Donc, et c'est le cœur qui s'arrête pour nous faire passer dans une autre dimension. Oui. Donc c'est toujours intéressant de regarder tout ça. Le dernier organe qui cesse et qui fait qu'on décède. Exactement. J'aime bien, bon, je vais quand même vous poser la question que je pose à tous mes invités en fin de podcast. Pensez-vous que nous, ou du moins notre cœur, sommes illimités? Bah évidemment, moi je pense profondément ça. Sinon je raconterais pas tout ce que je viens de raconter. Je le pense tout à fait profondément. Il est illimité et c'est nous qui créons nos limites en permanence. C'est nous qui le limitons en permanence. Et je pense surtout que on peut passer à côté de toute notre vie en limitant notre cœur. Vous voyez, donc le cœur est d'autant plus illimité que il nous ouvre tout le temps à l'inconnu. Il nous ouvre tout le temps à des perceptions nouvelles. On peut en fait, quand on est vraiment dans ce cœur, on ouvre des perceptions extrasensorielles. On devient aussi des clairvoyants. On devient des intuitifs, des gens de plus en plus intuitifs, de plus en plus clairvoyants, de plus en plus empathiques, presque j'allais pas dire télépathiques les uns avec les autres. On peut même devenir médium, si j'ose dire. Vous voyez, on peut aller jusque même la compréhension extrêmement subtile de certains niveaux de réalité. Donc c'est ça l'illimité du cœur, c'est qu'il est dans plusieurs dimensions à la fois, et que nous ne sommes pas que dans la dimension 3D. Nous sommes dans une multidimensionnalité que nos perceptions sensorielles actuelles, telles qu'elles sont aujourd'hui, nous refusent la plupart du temps, nous limitent. Vous voyez, et quand on permet au cœur de s'étendre, on s'aperçoit, on a accès à ces nouvelles dimensions. Donc jusqu'où elles vont, ça je peux pas vous dire parce que je sais pas jusqu'où elles vont. Elles sont sans limite à mon avis. Super. Parce qu'il y a un inconscient, il y a une sorte de conscience qui est à l'origine de tout. La grande conscience. Oui, qu'on peut appeler Dieu si on veut. Je veux dire cette conscience supérieure, suprême, cette intelligence suprême. Vous voyez, c'est magnifique parce que ça nous permet de rejoindre ce que nous avons depuis le départ de notre vie dans l'utérus de notre mère, compris ce que certains psychanalystes
appelle le goût de la totalité. Quand on est à l'intérieur du ventre de nos mères, on a ce goût de la totalité. On a cette impression, cette absorption de la totalité. Et en naissant, en fait, on se coupe de ça et on n'aura de cesse que de le retrouver d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc tout ça est intéressant parce que l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, Bien sûr. etc., etc. Le microcosme qui reflète Et le macrocosme, etc. C'est formidable. Oui. Formidable. Laurence Delabaume, merci du fond du cœur. Merci Anaïs du fond du cœur d'être ce qui vous êtes vous aussi. Merci de faire ce podcast qui j'espère en fait vraiment aura la résonance qu'il mérite parce que vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel comme chacun d'entre nous l'est. Hein. Récupérons cette grandeur. Force. Oui. Ah oui, récupérons cette confiance en nous, hein, franchement. Et oui, nous l'avons tous, toutes et tous. Et merci à vos auditeurs, merci. Merci Laurence. À bientôt. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt!